Bonjour à tous. Du coup, moi, je travaille au ministère de la Culture à la mission mécénat. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler de ce bel instrument qu'est le fonds de dotation, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. Fonds de dotation qui a été introduit par la loi LME de 2008. Donc, c'est un nouvel outil qui a été créé et mis à disposition dans le paysage philanthropie, qui a eu un énorme succès. Depuis son institution en 2008, parce qu'il est très facile de création et parce qu'il est très souple de fonctionnement. Il est aussi facile à créer qu'une association loi 1901. Donc, pour vous donner peut-être des chiffres, maintenant, à l'heure actuelle, en 2017, quand on parle de fondation, une fondation sur deux est un fonds de dotation. Donc 2017, je vous donne les chiffres, 5209 fondations, dont 2852 fonds de dotation. Donc c'est un outil qui est énormément plébiscité. À savoir aussi qu'il y a une estimation du cabinet d'avocats FIDAL qui a estimé qu'en 2017, 30% des fonds de dotation étaient créés par des collectivités publiques locales. Donc voilà, 20% d'entre eux sont créés par des entreprises, 35% par des organismes sans but lucratif et 15% plus par des particuliers. Donc ce que je voulais faire aussi... Je voulais en profiter aussi pour vous dire qu'il faut quand même faire attention avant de créer un fonds de dotation, de ne pas céder à ces sirènes qui pourraient vous tenter. Même si c'est un très bel outil, ce n'est qu'une possibilité de gestion dans l'univers du mécénat. Il faut vraiment, quand vous vous lancez dans ces opérations-là, que vous ayez une vraie réflexion sur les opportunités, les coûts et les avantages de chaque véhicule que vous voudriez utiliser. C'est assez important, parce qu'en fait, l'idée, c'est de vous dire que choisir un mode de gestion, il faut le choisir en fonction de votre projet, et pas du tout faire l'inverse. Parce que ça suppose quand même une étude sur les différents moyens que vous avez à disposition, c'est-à-dire tout ce qui va être moyens humains, moyens financiers, tout ce qui va être moyen immatériel, matériel, puisque quand vous créez des fonds ou des fondations, ça nécessite d'avoir quand même des personnes qui sont à l'intérieur pour faire vivre ce fonds. Ça nécessite aussi d'avoir des dotations minimales, on en parlera plus tard. Donc dans le cas du fonds de dotation, c'est 15 000 € minimum, et pas de fonds publics, donc il faut quand même, on en reparlera après, mais il faut quand même avoir conscience de ça. Pardon. Donc comme je vous le disais, il y a plusieurs moyens en fait de gérer son mécénat. Vous avez la possibilité de le faire en régie directe, ne l'oubliez pas quand vous êtes une collectivité publique ou un établissement public, c'est-à-dire qu'un mécène peut vous donner directement. Si vous êtes, le mécénat prend sa source aux articles 200 et 238 du Code général des impôts. Si vous n'êtes pas cité à l'intérieur comme les récipiendaires, il y a une instruction fiscale, c'est le 13 juillet 2004, qui vous autorise expressément à pouvoir percevoir du mécénat en régie directe. Il y a des villes, je pense à la ville de Reims, qui est un petit peu pionnière en matière de mécénat, qui a fait ce choix-là, qui a fait un coût, avantage, inconvénient, et qui a choisi de plutôt passer en direct, plutôt que par un fonds de dotation ou un autre instrument. Donc vous avez aussi la régie indirecte, qui est une autre possibilité, et là vous voyez encore que le fonds de dotation n'est qu'une des solutions. Vous pouvez très bien, la seule possibilité que vous ne pouvez pas avoir, c'est la fondation d'entreprise. Je n'ai pas besoin de faire plus d'explications, mais vous pouvez très bien passer aussi par une association. Il y a d'autres types de fondations. Vous avez aussi les fondations abritées. Donc je crois qu'en matière de patrimoine, vous avez la fondation du patrimoine, par exemple. Vous avez la fondation de Belfort aussi, ce qui vous donnez des fees en fait à ces fondations-là, et elles gèrent pour vous tout ce qui est reçus fiscaux, et vous, ça vous permet d'intégrer vos projets patrimoniaux sans avoir à monter de structure propre. Donc si vous avez moins de moyens humains, ça peut être une solution aussi à avoir en tête. Donc voilà, pour le fonds de dotation, on y reviendra, mais ce que je disais, la loi ESS est venue introduire une dotation minimale qui est de 15 000 € dans les fonds, donc à avoir en tête aussi. Donc là, je vous avais fait un petit tableau avec les coûts et les avantages de la régie directe et de la régie indirecte. En résumé, si vous êtes passé en régie directe, vous allez avoir une plus grande souplesse, une minimisation des coûts et des contraintes, parce que vous n'avez pas ces conseils d'administration, pas de rapport d'activité, pas de commissaire aux comptes à mettre en place. Par contre, vous allez avoir une gestion qui va être moins indépendante, notamment par rapport aux politiques. L'avantage, après, monsieur pourra vous expliquer dans son cas, sur la régie indirecte et donc les fonds de dotation, c'est que vous avez une propre personnalité morale, une capacité à contracter qui va être propre. Donc vous allez avoir peut-être moins de lourdeur de gestion, et ça vous évite aussi de passer par la problématique d'annualité en comptabilité. Pour les mécènes, ça peut être assez important. Donc voilà, je vous alerte aussi sur un petit point juridique qui est un peu technique, du coup je passe assez rapidement. C'est attention, quand on utilise des fonds
notamment fonds de dotation ou autres, au risque de gestion de fait quand on est une personne publique. C'est-à-dire, en fait, quand on n'est pas habilité à gérer des deniers publics et qu'on n'est pas comptable public, ça peut poser des complexités. Donc là, il y a trois moyens d'y répondre. Il y a eu pas mal de jurisprudence en la matière. Il faut toujours faire attention à ce que quand vous créez un fonds en étant collectivité ou établissement public, vous conserviez à chaque fois la maîtrise et la responsabilité des opérations financées par les dons. Il y a eu beaucoup de cas avec les associations d'amis, par exemple. C'est-à-dire que quand la structure en fait recevait des dons, et en fait on se rendait compte que les opérations étaient sous la maîtrise d'ouvrage de la personne publique. Ça pose des problématiques de gestion de fait. Faut faire attention aussi à ce que la structure emploie son propre personnel et pas que ce soit des agents publics qui viennent être utilisés dans le fond tout le temps. Ça s'est déjà posé. Hein. C'est pour ça que je vous alerte sur ça. Ou alors quand la personne publique effectue des prestations, vous le réglez avec des conventions cadres en fait, qui sont rémunérées, etc. Attention, ça se pose aussi dans la problématique des gestions de contreparties. Vous savez, quand vous donnez des contreparties aux mécènes qui peuvent être des salles, mais qui appartiennent à la collectivité, attention à ça aussi, et aussi à toujours avoir une autonomie réelle de décision. C'est pareil, enfin attention dans vos conseils d'administration, à bien arbitrer les choses, qu'il n'y ait pas que des agents publics qui soient dans le conseil d'administration de votre fonds. Et juste une petite précision aussi sur le crowdfunding, parce que c'est de plus en plus aussi à la mode. Ça, il y a moins de problèmes vis-à-vis de ces risques-là, parce que vous avez un décret en fait de décembre 2015 qui vous autorise maintenant, quand vous êtes collectivité publique, à confier la gestion disons les revenus tirés du financement participatif à un tiers. Donc ça, c'est encadré. Donc si on vous pose, voilà. Donc, mes alertes étant faites, attendez, c'est en bas. Je vais passer du coup au fonctionnement propre du fonds de dotation. Donc finalement, quelles sont les différentes étapes de création, de modification d'un fonds? Donc tout d'abord, la première étape, c'est toujours de préparer le projet en interne, donc de le définir, de le valider. Donc là, plusieurs petites réflexions. Donc tout d'abord, le choix des fondateurs, c'est assez important. Mais Monsieur Villaume, je pense, vous racontera son exemple pratique, ce sera beaucoup plus parlant. Donc vous avez toujours le droit à une ou plusieurs personnes physiques et ou morales. Donc c'est très très libre, hein, le fonds de dotation. Après, attention, ça c'est important quand vous faites vos statuts la première fois, à bien définir l'objet social du fonds. Donc c'est toujours garder en tête ce principe de spécialité, toujours assurer cette légibilité du projet. Veillez toujours à rester assez souple pour permettre, en fait, si vos projets évoluent au cours de la vie du fonds, que ce soit toujours adaptable. Mais par contre, il faut quand même être assez précis. Parce que de moins en moins, vous allez pouvoir faire des recopiages de l'article 238. Par exemple, vous voyez le premier exemple, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais vous voyez bien participer à toute action ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, etc., etc. C'est beaucoup trop large. Et aujourd'hui, les autorités de tutelle administrative ont tendance à beaucoup moins accepter ce genre de statut très type qui ne serait pas assez précis. Donc attention quand vous définissez l'objet du fonds de dotation. Voilà. Ensuite, sur la dénomination du fonds, ça aussi c'est important. Il faut savoir que le mot fondation est protégé. Seules les fondations reconnues d'utilité publique et les fondations d'entreprise peuvent l'utiliser. Donc le fonds de dotation, vous êtes assez libre, mais vous ne pouvez pas mettre le mot fondation. Alors une petite astuce, soit vous donnez un nom qui ne comporte pas fonds de dotation. Si vous tenez à ce qu'il y ait une notion de fonds de dotation, vous pouvez faire comme Paris qui a mis fonds pour Paris. Certains aiment bien les termes anglo-saxons, ils vont mettre le nom foundation, qui lui n'est pas protégé. Donc voilà, c'est une petite astuce que vous pouvez avoir. Donc ensuite, je déroule. Toujours penser à prévoir le financement initial. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a un montant minimal là, depuis la loi ESS qui est de 15 000 euros. Le choix de la durée d'engagement est aussi libre quand c'est un fonds de dotation, ce qui est très utile. Donc ça peut être une durée déterminée, c'est-à-dire que vous dites par exemple je mets 100 000 euros dans le fonds et jusqu'à extinction des 100 000 euros ça va au projet et le fonds termine à la fin de l'utilisation des fonds que j'ai mis dedans, ou alors avoir une visée indéterminée pour des projets plus pérennes en fait. Donc ça c'est vraiment un choix, c'est pour ça que je disais que c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir avant de se lancer dans ces démarches-là.
Et ensuite, vous avez tout ce qui va être définition de la gouvernance, donc du conseil d'administration, du système de vote, etc. Et ensuite, une autre étape, ça va être donc du coup de définir les ressources de fonctionnement que vous allez mettre en œuvre. Donc, ce que je vous disais, les ressources humaines, fonctions support, les matériels, où est-ce que vous allez localiser le fonds, etc., la communication. Pour les frais de fonctionnement, nous, ce qu'on recommande au ministère, c'est ce que fait à peu près la Fondation de France, par exemple, c'est de ne pas mettre plus de 15% de frais de fonctionnement dans votre fonds. Donc voilà. Donc ça, ce que je vous disais. Ensuite, vous avez l'étape 2. Quand vous avez constitué votre fonds, enfin fait cette vraie réflexion, vous avez vos statuts, ce sera l'étape de contacter l'administration. Donc il y a différentes, enfin, ça peut être un temps plus ou moins long pour le fonds de dotation. Vous voyez, c'est très court, ça met 5 jours à se créer. Ce que je vous disais, c'est un outil relativement souple et pas chronophage. Dans ces cas-là, pour vous, il faudra vous adresser à la préfecture quand vous êtes fonds de dotation. Donc la déclaration de création, elle se fait à la préfecture de rattachement du siège choisi pour le fonds. Donc attention aussi quand vous choisissez votre siège. Voilà, et la délivrance du récépissé qui valide le fonds, je vous dis, c'est dans les 5 jours, donc c'est très rapide. Donc ensuite, il y a l'étape de la publication qui va se faire dans le mois ou les 2 mois, selon la rapidité de la préfecture, et qui sera publié au journal officiel. Et à partir du moment où c'est publié au journal officiel, votre fonds de dotation a une vraie existence juridique et vous pouvez commencer la vie du fonds. Attention aussi à une dernière étape qui va être le lancement opérationnel du fonds de dotation, donc par le lancement du premier conseil d'administration. Donc là, je vous avais mis un petit peu toutes les étapes auxquelles penser à mettre à l'ordre du jour lors du premier conseil. Donc sur la gouvernance et le fonctionnement, vous voyez, nomination des administrateurs, constitution du bureau, éventuellement sur les projets, si vous voulez mettre des comités de sélection en place, etc. etc. Donc là, je vous avais fait... Enfin, là, c'est une autre étape. C'est si jamais vous voulez modifier en cours de route le fonctionnement de votre fonds de dotation, vous pouvez aussi le faire. Ça passe aussi par la préfecture et c'est assez rapide. Il faut d'abord une déclaration, une approbation du conseil d'administration. Ensuite, vous faites une fois que c'est validé par le conseil d'administration, vous allez à la préfecture. Et ensuite, ce sera une nouvelle fois publié au JO. Donc, pour les ressources autorisées, donc ça, je vous en ai déjà parlé brièvement. Le principe du fonds de dotation, c'est que c'est un financement mixte. Vous pouvez choisir entre une dotation qui sera consomptible, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser, ou une dotation non consomptible, c'est-à-dire que vous gardez de côté jusqu'à la fin. À savoir que la première dotation, ça doit être voilà, 15 000 €. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Et pour les ressources autorisées, donc vous avez toutes ces ressources-là. Attention, très important, il est interdit de mettre des fonds publics. Et donc ça, c'est très important quand vous vous lancez, ça veut dire qu'il faut trouver des mécènes, donc du coup des rentrées d'argent privées à l'avance. Donc si vous n'avez pas, par exemple, si vous êtes une collectivité et que vous n'avez pas de contact avec d'entreprise, que vous n'avez pas de financeurs privés, le fonds de dotation, c'est peut-être pas le meilleur outil pour démarrer en tout cas. Donc les fonds, après il y a toujours une dérogation possible, mais c'est validé par il faut un arrêté du ministre du budget, donc c'est assez rarement donné, ou alors c'est vraiment pour des projets de très grande ampleur. Donc voilà, gardez en tête que pas de fonds publics dans un fonds de dotation. Mais ça vous permet de faire des belles opérations de mécénat collectif dès le départ et c'est assez intéressant. Voilà, et donc là je passe sur la gouvernance de la structure. Donc ce que je vous disais, c'est que vous avez un conseil d'administration dans le fonds de dotation avec au moins 3 membres. À noter que la composition et le renouvellement du conseil d'administration, c'est très libre encore une fois. Ça, c'est les minimums, mais c'est vraiment un outil très agile. vous pouvez faire a priori ce que vous voulez dans le respect des limites de base. Donc les premiers administrateurs sont nommés par les fondateurs. Je vous dis, c'est une composition libre. Et il faut absolument que vous désigniez un président. Après, attention à fixer un nombre d'administrateurs ou de membres qui sera proportionnel à l'importance des activités du fonds, c'est assez important. N'hésitez pas à créer un bureau aussi. Si vous avez beaucoup de membres, pour que ce soit plus agile, vous pouvez aussi créer un bureau. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait dans votre cas, non.
Donc voilà, et vous pouvez adjoindre au fonds de dotation ce qu'on appelle des comités consultatifs, qui peuvent prendre différentes formes. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple une gouvernance très opérationnelle, si vous êtes dans le patrimoine et que vous avez besoin de conseils de, je sais pas, d'architectes des monuments nationaux ou historiques, vous pouvez penser à vous adjoindre un comité consultatif ou de spécialistes, en fait, de personnalités extérieures qualifiées qui viendront vous apporter voilà, un regard de spécialistes. Vous avez aussi, voilà, pour la gouvernance plus responsable, c'est là, réfléchissez bien à vos process de vote. Faire en sorte que quand il y a des votes de budget sur des projets, soit délibéré en conseil d'administration, qu'il y ait du vrai débat, que ça se solde par un vote, qui sera soit la majorité, soit l'unanimité. Enfin, bien penser à toutes ces règles-là de base. Oui, alors ça, c'est si vous êtes très très riche et que votre fonds de dotation a plus d'1 million d'euros de dotation, là, vous êtes obligé de vous adjoindre ce comité consultatif. Voilà. Et ensuite, l'une des dernières étapes, c'est connaître les différents niveaux de contrôle existants. Donc, à savoir que ce que je vous disais, c'est aussi qu'un fonds de dotation, il y a toute cette liste de documents qu'il faut prévoir, enfin, donc du coup, prévoir de faire. Quand même des comptes annuels qui sont à remettre à la préfecture chaque année, éventuellement des comptes emploi ressources, un rapport d'activité aussi qui doit être annuel, ce qui n'est pas le cas si vous passez en régie directe, par exemple. Il y a aussi un rapport financier éventuellement. Voilà, qui sont envoyés à la préfecture du coup de manière annuelle. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, on sait tout sur comment monter un fonds de dotation et on va peut-être aller sur celui de Meaux que vous avez monté au départ à l'occasion de la restructuration d'une fontaine ou la réhabilitation d'une fontaine, mais je crois qu'il s'est développé enfin d'une sculpture, c'était? Vous allez nous expliquer ça. Bonjour. Bonjour. Je remercie la commune qui a laissé sa place parce que je dois absolument partir et je vous en remercie. Et Meaux a comme devise fier de son histoire, de notre histoire. Et je ne vais pas faire toute l'historique du mammouth retrouvé il y a peu de temps, des Vikings qui ont occupé Meaux, de Bossuet, du traité de Paris-Meaux, où les comtes de Toulouse arrivaient à récépissance devant le roi, après la querelle des Albigeois. Et j'arrive tout doucement à la fontaine, construite au XIIe siècle, détruite et disparue depuis 1512-1513. Et à l'occasion de la réfection de la place devant la cathédrale, monument historique d'État, c'est un monument d'État, un adjoint me dit, moi je suis féru d'histoire, j'étais à l'école, mon professeur nous a montré une fontaine, c'est lui qui l'avait dessinée, sur une image qui avait été écrite par l'abbé Janvier 100 ans après la destruction. Il me dit, je veux refaire la même. Qu'est-ce que représentait cette statue? Elle représentait, vous pouvez le voir sur Internet d'ailleurs, il suffit de taper Meaux, cathédrale, fontaine, et vous avez cette... Oh, c'est pas celle-là. Elle représentait une fontaine avec les saints de la ville, surmontée d'une vierge à l'enfant qui regardait sur le bras gauche, et l'eau sortait des gargouilles, mais également des seins de la Vierge et du Zizi, du Jésus. Pourquoi elle aurait été détruite? Il y a deux versions. Une, l'alimentation aurait été volée, puisque c'était du plomb, j'en doute, surtout à l'époque. C'était vite l'échafaud, enfin pas l'échafaud, mais c'était vite la prison. Ou bien c'était quelques années avant le Cénacle de Meaux, entre Guillaume Brissonnet et la discussion sur le protestantisme, sachant que quelques années plus tard, Lefebvre d'Étaples a traduit la première, je ne suis pas historien, il y a l'historien précédent, il en sait mieux que moi,
a traduit le Nouveau Testament en français, langue vernaculaire. Le premier temple protestant a été pas édifié, s'est constitué à mots. Ils ont été pris, ils ont passé sur le bûcher, 15 exécutions. Alors, pour revenir à ma fontaine, je viens à ma fontaine, justement, on y arrive. Et cet ami dit, j'en ai parlé à M. Copé, il me dit, fais comme tu veux, mais tu n'auras pas un sou, pas de subvention, rien du tout. Je vois ça d'un bon oeil, mais il ne faut pas que ça fasse de trop de vagues avec l'évêché qui est juste en face, mais qui n'avait rien à dire. Donc, il me demande, je lui dis, fais une association. Je lui dis non. Je lui dis, je ferai un fonds de dotation. Parce que j'avais un petit peu regardé, j'avais trouvé que c'était un outil formidable. Donc, je crée le fonds de dotation, 4 personnes. C'est un seul projet, mais on s'est imaginé quand même à pouvoir en faire d'autres projets. Donc déjà, pour la dénomination, alors, les personnes, il y avait une association de co-bâti, c'est les gens du bâtiment, c'est 4000 personnes en France, sur toutes les associations, la Société historique de Meaux, un architecte en retraite, et moi-même en retraite. On crée les statuts. Alors, on n'a pas de sous, on était avant la loi qui a obligé d'avoir un capital à 15 000, d'où l'importance de prendre une loi de l'appliquer tout de suite. Les restrictions viennent après. Une fois que vous êtes ouvert, droit acquis, nous, on n'a pas de capital. Les dons consomptibles, donc on peut dépenser tout jusqu'au dernier sou, sans faire de réserve. Les administrateurs, il n'y en a pas. C'est les 4 fondateurs, inamovibles. Et ceux qui démissionneront sont remplacés à l'unanimité des restants. Donc ça veut dire que c'est complètement verrouillé. Pourquoi? Alors, nous, on n'a pas voulu, puisque la municipalité a dit « débrouillez-vous », on a dit « on se débrouille tout seul ». On n'était pas vexés pour autant, au contraire, il nous a rendu service parce qu'il n'y a pas d'élus. Et il n'y en aura jamais, à mon sens, enfin c'est mon opinion, dans le fonds de dotation, qui donne des libertés, puisque le fonds de dotation permet de capter des fonds entreprises particuliers et de venir en appui, soit à une commune, soit à des associations qui ont un projet qui rentre dans notre objet. Nous, restauration d'œuvres touchant à l'art en général, création d'œuvres contemporaines. Donc on a repris, d'où la devise. Ah, vous n'avez pas mis la devise, bon. C'est Pays de Meaux et Brie, patrimoine. Donc le nom a un petit peu changé par une modification au JO, etc. On a fait toutes les formalités de transformation. Oui, le fonds de dotation, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais le fonds de dotation permet d'obtenir des dons, même par acte notarié. Vous pouvez me donner une maison, vous pouvez me donner un usufruit temporaire, vous pouvez, par testament, me léguer 1 million d'euros. Ça va tout seul, on fera comme ça a été dit maintenant. Voilà. Donc voilà le fonds de dotation. Mais ça ne suffit pas. Pour faire la fontaine, il faut faire les démarches. Donc on a pris à chaque stade des délibérations. Je suis bon ? Bon. Alors, rendez-vous avec les Bâtiments de France qui nous ont dit on n'a rien à vous, on ne peut pas vous interdire puisque vous ne construisez pas un bâtiment. On a vu la DRAC pour leur expliquer ce qu'on ne faisait. On nous a dit oui, les fontaines c'est très bien, mais ça apporte les pigeons. Donc on a dit bien sûr, nous ferons une fontaine sans eau. Ce qu'on a fait.
c'est une source, c'est pas une fontaine. Une fontaine, ça jaillit, une source, ça sourd de la Marne pour venir sur la Marne, bon, pour retourner à la Marne. On a rencontré le chanoine et on a fait un concours. Alors, concours avec quels artistes? Ça, c'est la difficulté. Il y avait des sculpteurs locaux, il y avait... on a passé une annonce dans le journal et on a contacté la FRAP, la Fédération des réseaux d'associations, des réseaux, je ne sais plus, et plasticiens. Des plasticiens qui ont répondu. On a organisé le concours, ils ont exposé leur projet, qui a été exposé au public. Puis on a délibéré avec l'archiprêtre, enfin, l'archiprêtre qui était là, il était tout joyeux, etc. Il a dit, j'en référais, donc on a désigné Madame Dubuisson. Madame Dubuisson. Puis... Excusez-moi, on va peut-être s'arrêter là. Ah ben si vous voulez. Non, parce que là, on dépasse. Travailler avec tous les acteurs locaux, choisir en fonction et organiser un concours. Alors je vais terminer. On a passé... Oui. Alors le fond, on a pris à chaque stade des délibérations. À chaque stade, on a obtenu de la mairie une autorisation, passé une convention d'occupation temporaire du domaine public communal. On a assuré, on a édifié, on a inauguré, ça s'appelle Place de Gaulle, ça c'est M. Copper demandait ce que ce soit le 18 juin. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bien, est-ce qu'il y a des questions dans la salle?